Les feux de Guédelon. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau rendez-vous des Feux de Guédelon, toujours sur le travail de la pierre. Nous sommes cette semaine avec un maçon, avec Guillaume. Salut Guillaume. Salut Johan. Alors on est toujours dans notre fameuse maquette pour comprendre comment on réalise une voûte à croisée d'ogive. La semaine dernière avec Mike, on a vu la mise en place de la clé, de l'oculus, la mise en place des voussoirs. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à placer les contre-clés. Les contre-clés, donc ce sont les derniers voussoirs qui viennent, comme leur nom l'indique, contre la clé. Alors on les met directement? Et non Johan, il va falloir d'abord au préalable mesurer l'espace qui nous reste entre l'avant-dernier voussoir et la clé. Parce que ça peut être différent. Ça peut être différent, ouais. Les joints de mortier peuvent être aléatoires, les voussoirs font pas tous la même taille. Donc on va mesurer l'écartement et on va faire retailler ces pierres. Alors là, ça va repasser à nouveau par les mains des tailleurs de C'est pierre. ça Johan. Toujours la collaboration entre les maçons et les tailleurs de pierre. Alors une fois que les pierres sont taillées, est-ce que tu peux nous expliquer comment on les met en place concrètement? Eh bien on va les mettre en place deux par deux, de manière opposée, pour éviter tout mouvement sur la clé. On va commencer par appliquer du mortier, le graisser sur le parement de la clé et sur l'avant-dernier voussoir. Oui. Et après, on va les introduire simultanément en les faisant légèrement danser pour mettre en reflux le mortier. Ça va résister un petit peu, donc Oui. on va terminer de les rentrer à l'aide d'une cale martyre et d'une massette en tapotant légèrement dessus, jusqu'à contact entre l'intrados, donc la partie inférieure du voussoir, et le coffrage. Alors là, ça y est, on est en place. Donc, Est-ce qu'il y a encore quelques réglages à faire? il y aura quelques réglages à faire, donc à l'aide de coins, à l'aide d'une pince de pose, à l'aide d'une règle en bois ou d'un fil à plomb, on va terminer de régler correctement toutes les contre-clés. Alors une fois que nos contre-clés sont mises en place, quelle est l'étape suivante? L'étape suivante, ça va être la mise en tension des nervures. Alors comment on fait? On va descendre le coffrage de quelques millimètres. Ah oui, là, il faut descendre le coffrage. Il faut descendre le coffrage. Tu peux nous montrer ça? Mais avec plaisir, Johan, suis-moi. Ok. Waouh. Alors là, Guillaume, nouvelle étape, nouvelle maquette. Hein, mais dis-moi, elle est magnifique celle-là. Hein. Elle est très réaliste, ouais. On retrouve la clé, les voussoirs, nos fameuses contre-clés et un superbe coffrage qui soutient ici les nervures. Alors quand on met en charge une ogive comme ça, est-ce qu'on doit attendre que le mortier soit un peu sec? Eh bien non, Johan. Contrairement aux idées reçues et avec l'expérience acquise sur le chantier, on sait qu'un ouvrage comme celui-ci doit être décoffré avec le mortier frais. D'accord, on n'attend pas que ça sèche. On n'attend pas que ça sèche. Il faut que l'ouvrage se mette en pression correctement, donc on le fait tout de suite. Très bien. Alors, on a vu avec Pascal que le coffrage n'était pas posé directement sur les culots, mais sur des coins tête bêche. Il va falloir les chasser progressivement, c'est ça? C'est ça, Johan. On va agir simultanément sur les quatre pieds du coffrage. Imagine qu'un pied vienne à descendre trop vite, ça pourrait relever l'autre côté du coffrage et on pourrait aller jusqu'à un décollement d'un des voussoirs. D'accord, donc là, ça va être à nouveau un travail d'équipe? Ça va être un travail d'équipe. Le charpentier va diriger l'opération et on va descendre ces coins tout doucement. Donc tout doit descendre en même temps. Rien n'a bougé. Bravo. Bravo. Alors dis-moi Guillaume, sur cette maquette là, on peut faire vraiment descendre le coffrage? On peut le faire, sauf qu'on ne va pas agir sur des coins, Oui. mais on va agir sur ces petits leviers qu'on a de part et d'autre. Alors comment on fait? C'est toi le chef de manœuvre, hein? Alors je vais compter jusqu'à 3. Oui. Et à 3, on va tirer d'un coup sec chacun notre levier. 1, 2, 3. Hop, et ça y est, le coffrage est descendu. Alors là, on voit bien l'espace entre le coffrage et les pierres. C'est ça, ouais. Ça reste une maquette, donc Oui. on a un espace un peu plus important que dans la réalité. Dans le vrai décoffrage, on n'aura que quelques millimètres, à peine perceptibles à l'œil nu. Alors là, à ce moment-là, tout repose sur la clé de voûte. Tout vient en appui, en force, comme ça, sur la clé de voûte. C'est ça. Et on a comme une araignée en pierre qui tient toute seule dans l'espace. Hein, c'est magnifique. Par contre, on n'enlève pas tout de suite le coffrage Et non, il va encore servir. pour la prochaine étape. Mais ça, on verra ça la semaine prochaine. Écoute, je te remercie beaucoup. Et puis, je te dis à très bientôt sur le chantier. Salut Johan. Salut. That is the question. Florian, Ah, Johan, ça va? ça va bien? Alors dis-moi Florian, on est d'accord, on est sur un laboratoire à ciel ouvert, un chantier expérimental qui depuis plus de 20 ans essaye de retrouver des techniques et des gestes oubliés. Mais une question se pose, après 20 ans, est-ce qu'on continue encore à découvrir des choses? Ah, oui. Regarde cette merveille. La tour de la chapelle. La couverture en tuiles gironnées de la tour de la chapelle. Eh bien, c'était pas du tout évident.
ça a été l'occasion pour nous de redécouvrir à la fois des techniques, des modes opératoires, et puis même des questions de base. Est-ce que les tours des châteaux forts du XIIIe étaient déjà couverts en charpente et en tuiles? Figure-toi, il existe des textes qu'on a pu retrouver qui datent de l'époque de Philippe Auguste. Quand il construit l'enceinte de Paris dans les années 1210, dès les années 1220, il va commencer à donner des parties de tours et des parties de poterne de l'enceinte à des bourgeois ou à des fidèles pour ne pas avoir à les entretenir. Et du coup, dans ces actes, eh bien, on a la mention entretenez les tuiles, entretenez la charpente. Donc grâce à ces textes de donation, on sait que l'enceinte de Paris, début XIIIe, était couverte de tuiles gironnées. Alors on a pu voir d'ailleurs les fameuses tuiles gironnées, tout le processus de fabrication avec Bruno dans les différentes saisons des Feux de Guédelon qu'on a pu voir auparavant. Mais je crois que cette année, il y a une petite particularité aussi, c'est ce qu'on appelle des arrêtiers, c'est ça? Ben oui, parce que la tour de la chapelle, elle est conique sur l'extérieur. Hein. Par contre, côté cour, eh bien, il y a le pan coupé de la tour qui se prolonge sur la charpente. Ce qui fait que les deux versants différents vont générer une arête qui est très dure à rendre étanche. Donc il fallait créer une tuile particulière, une tuile d'arrêtier, dont on n'avait pas le moule, et on se demandait vraiment comment est-ce qu'on allait la fabriquer. Eh bien, c'est le collectif encore qui a joué. Les tuiliers sont allés voir les charpentiers, et ils ont passé leur temps à échanger, et ça a produit finalement un moule assez original. Tiens, attendez, c'est quoi ça? Ça, c'est le moule? Eh oui, c'est pas un totem. Ils ont mis au point un moule particulier qui fait que l'argile, en le plaçant sur le moule, va prendre une forme arrondie, mais en même temps conique. Et il a fallu un peu de temps à mettre au point, puisque au séchage, ça avait tendance à fissurer au milieu, donc ils ont rajouté des petits assauts de bois sur les côtés. Bref, ils sont arrivés à assurer une production extraordinaire. Et voilà le résultat. Une fois cuit, on a des tuiles d'arrêtier sur des exemples archéologiques avec un trou pour les faire tenir sur la pièce de bois d'arrêtier et un ergot extérieur, alors qui permet une chose, pour pas que tout le poids soit tenu uniquement par le clou, eh bien, les tuiles se supportent les unes sur les autres, ce qui fait que ça donne en plus de profil, eh bien, une véritable esthétique, un peu à la manière d'une colonne vertébrale. Ça participe à l'esthétique du château. D'accord, et puis en plus c'est un peu autobloquant, donc ça tient tout seul. Exactement, donc c'est des nouveautés. Alors, parmi les nouveautés, puisque comme on l'a dit, enfin une des tours atteint son sommet, au sommet je crois qu'il y a justement une petite particularité. Mais oui, une toiture en poivrière, on ne peut pas la terminer sans mettre un épi de fêtage, bien sûr, qui va dépasser et qui va être un petit peu le lieu symbolique d'un petit signe ostentatoire. Hein. Eh bien, on a trouvé un exemple grâce à un archéologue avec lequel on avait déjà travaillé sur le moulin. Pierre Mille. Exactement. Il a retrouvé en fouille un exemple d'épi de fêtage en chêne, formant une flèche avec une boule en son sommet, et tout ça traité en plusieurs facettes. Donc les charpentiers ont reproduit ce type d'épi qui date de la période du château de Guédelon, et ils l'ont placé donc au sommet de la tour. Mais apparemment il n'y a pas que du bois, là il y a un autre matériau qui intervient. Ben oui, parce que du chêne, les tuiles, la pluie elle peut rentrer, donc il fallait rendre étanche aussi l'épi de fêtage. Et là, il a fallu mettre un nouveau matériau, le plomb tout simplement, à l'époque médiévale. Ce métal qui est ductible permet d'épouser effectivement les toitures, les chéneaux, les gouttières, et donc les couvreurs ont réalisé des feuilles de plomb pour habiller complètement l'épi qui s'est retrouvé comme dans une armure. Et d'ailleurs, la collerette qui est à la base de l'épi vient recouvrir les dernières tuiles et l'ensemble est parfaitement étanche. Alors là, on est sur un épi de fêtage assez sobre, mais j'imagine que parfois ça pouvait, selon la puissance ou la richesse du seigneur, être un plus ornementé. Mais bien sûr, c'est un signe extérieur. Et dans les traits régisseurs du duc de Berry, par exemple, dans les enluminures, on voit des épis où il y a la feuille d'or carrément, parfois ça forme des fleurs de lys. Oui, mais ça c'est pour les châteaux princiers. À Guédelon, l'épi, c'est du chêne et du plomb.
Alors j'imagine que dans les années à venir, on aura d'autres charpentes, d'autres couvertures, d'autres façons d'expérimenter à nouveau, mais toujours, on est d'accord, en restant sur le principe d'une production locale faite sur le chantier. Et oui, à Guédelon, sous prétexte de construire un château du XIIIe siècle, en réalité, tous les jours, on transforme des matériaux du site en matériaux de construction. En fait, on est un lieu de production. Et c'est ça qui est fascinant dans cette aventure, c'est que tous les jours apporte son lot de tuiles, de pierres, de chaux fabriqués, parfois même d'acier et de métal, de pigments pour les couleurs. Voilà, Guédelon est un lieu de production de matériaux comme au XIIIe siècle. Qui pourrait même servir pour d'autres chantiers. Peut-être un jour. Alors dis-moi, en fait, on pourrait avoir un comptoir, le comptoir de Guédelon. Ben oui, oui, Ah bah écoute, je te remercie beaucoup, puis tu sais quoi? Je vais aller en toucher un petit mot à Constantin. ça c'est une bonne idée. À bientôt Florian. À bientôt. Eh bien ça y est, nous voici arrivés au terme d'un nouvel épisode des Feux de Guédelon. Et je vous Pour propose... les bricoleurs, pour la ménagère, pour les essorteurs et pour les charretières, vous trouverez tout ce qu'il vous convient aux nouvelles galeries Constantin. Trop fort ce Constantin. À la semaine prochaine.